On est en 1999. Imaginez un des plus grands groupes de thrash metal de tous les temps, un orchestre symphonique de 86 musiciens, le tout dans un théâtre avec une capacité de plus de 3500 spectateurs, enregistrez le tout pour en faire un film et un album et vous obtenez un ovni dans le paysage musical des années 90. Aujourd'hui, on va parler de S&M de Metallica. Je sais que ces derniers temps, les critiques sur Metallica croulent sur YouTube, et c'est normal, leur dernier album 72 Seasons vient de sortir. Pour l'instant, loin de moi l'idée d'en faire une critique, tout simplement parce que le but de cette chaîne, c'est avant tout de me faire kiffer, et pour l'instant j'ai pas trop envie d'en parler, mais je n'exclus pas l'idée, un jour vous êtes peut-être pas à l'abri d'un épisode sur cet album. Bon déjà, pour parler comme il faut de S&M, il faut recontextualiser la situation du groupe dans les années 80 à 90, et autant vous dire que cette situation est pour le moins ambiguë, ouais, c'est le mot. Le groupe est fondé en 1981 à l'initiative du batteur danois Lars Ulrich, qui cherchait dans la région de Los Angeles des musiciens avec qui faire des reprises de groupes de l'époque comme Iron Maiden ou Diamond Head. Plusieurs musiciens ont répondu présents à l'appel, comme le guitariste rythmique et chanteur James Hetfield, le guitariste soliste Dave Mustaine et le bassiste Ron McGovney. À la suite de quelques jams et autres compositions, le groupe décidèrent en 1983 de se rendre à Rochester, dans l'état de New York, pour enregistrer leur premier album. Bon, déjà on commence cette histoire avec quelques ennuis. Peu avant l'enregistrement, Ron McGovney décide de quitter le groupe pour être remplacé par Cliff Burton. Car ce dernier s'entendait comme chien et chat avec Dave Mustaine. Vraiment, le courant passait pas, c'était impossible. Un peu plus tard, Dave Mustaine sera carrément viré du groupe à l'initiative des autres membres, car ses problèmes d'alcool ne faisaient qu'empirer. Bonjour. Ça tourne beaucoup là. Kirk Hammett du groupe Exodus est engagé rapidement déjà pour le remplacer, mais surtout pour enfin commencer l'enregistrement de l'album. Après 2 mois de gestation, l'album sort enfin sous le nom Metal Up Your Ass et aura comme guise de pochette une main qui sort d'une cuvette en tenant une dague. Bon, les distributeurs ont refusé à l'unanimité l'idée parce qu'ils étaient sûrs que ça allait jamais se vendre un tel album. Metallica renommera alors son album Kill Them All, littéralement tuez-les tous, en référence aux distributeurs qui étaient un peu coincés du cul. Et ils auront un tout autre design de pochette, désormais mythique, la silhouette d'une main tenant un marteau au-dessus d'une flaque de sang. Et cette fois-ci, le nom de l'album et le design sera accepté par les distributeurs. L'album est un phénomène et sera très bien accueilli par la critique. Bref, c'est le début rêvé pour le groupe de thrash. De 1983 à 1990, c'est vraiment la référence de base pour les puristes, avec 3 autres albums trash qui ont mis tout le monde d'accord. Ride the Lightning en 1984, l'incontournable Master of Puppets sorti en 1986. Cet album marquera aussi le décès du deuxième bassiste, Cliff Burton, qui mourra malheureusement dans un accident de car pendant une tournée. Mais cet album, comme les 2 autres, sera franchement un succès commercial, encore une fois très bien accueilli par la presse, ce qui contribuera largement à la popularisation du groupe. 2 ans plus tard sortira Justice for All en 1988 avec comme nouvelle recrue Jason Newsted à la basse. L'album est quand même beaucoup plus travaillé que les 4 autres et traitera de sujets beaucoup plus sensibles comme la politique ou encore la guerre. Entre temps, Dave Mustaine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, fraîchement viré de Metallica, montera son propre groupe appelé Megadeth. Megadeth, c'est un peu une réponse à son exclusion de Metallica. En soi, le groupe va vite connaître le succès, dès lors de leur premier album en 1985, mais ça va éternellement frustrer Dave, parce que ça n'aura jamais plus de succès que Metallica. Le guitariste est quand même crédité sur la tracklist du premier album, mais il aura fallu longtemps avant que les 2 groupes, Megadeth et Metallica, se fassent entre guillemets la paix. Metallica, eux de leur côté, s'étaient vraiment forgé une réputation de dur à cuire dans toute la subversion du thrash metal de l'époque. Riff rapide, voix hurlante, solo endiablé, bref, ils sont pas là pour les paillettes et les Barbies les Gus. Et à cette époque, ça plaît franchement au public. Jusqu'en 1991 où ils décident de prendre une toute autre direction avec un 5e album très sobrement appelé Metallica, par rapport au nom du groupe. Et avec cet album, on est très loin de tout ce que je vous ai cité avant.
L'album est très recherché. Les paroles sont profondes en traitant de sujets comme l'amour ou le regret, et les tempos beaucoup plus lents. Il est surnommé le Black Album pour sa pochette, intégralement noire, enfin il y a quand même un petit serpent en bas à droite et le logo qui est lui aussi noir et quelques reflets, et il suffit d'écouter certains morceaux comme Nothing Else Matters ou The Unforgiven pour se rendre compte du virage drastiquement plus mélodique qu'ils ont entrepris. Les fans de la première heure reprocheront à cet album d'être beaucoup trop commercial. C'est pas faux, encore aujourd'hui c'est le plus grand succès du groupe, avec plus de 30 millions d'albums vendus, et récemment le clip de Nothing Else Matters a atteint les 1 milliard de vues sur YouTube. C'est pour dire. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Le Black Album emprunte un tout autre virage que les 4 précédents albums du groupe. De quoi séduire un tout nouveau public fan de ballades et solos de guitare mélodieux au détriment des fans de thrash metal qui tabassent. Voilà la situation ambiguë dont je vous parlais. Metallica, à cette époque, se retrouve le cul entre deux chaises. D'un côté, les fans de la première heure, fans de thrash metal qui tabassent, et de l'autre, ils venaient de séduire un tout nouveau public avec cet album qui venait de sortir. Le groupe a décidé d'emprunter un des deux chemins, celui entre guillemets de la facilité, et a continué sur cette lancée. Load et Reload sortiront respectivement en 1996 et 1997, et franchement, il n'y a pas de quoi réjouir les fans de la première heure encore une fois. Des ballades à foison, des mélodies recherchées, des morceaux de country, et même de l'autotune. Bref, on est très loin de leur thrash metal des années 80. Les ventes combinées des deux albums n'atteindront même pas le chiffre astronomique du Black Album, avec respectivement 12 millions d'exemplaires vendus pour Load et 9 millions pour Reload. Loin de moi de dire que c'est un échec commercial, mais quand on sait que le Black Album s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, c'est la désillusion pour le groupe. Aïe, coup dur pour Guillaume. En 1998, on aura même le droit à Garage Inc., qui en soit pas un mauvais album, mais bon, sur les 27 pistes, on n'y trouve quasiment que des reprises, notamment de Black Sabbath, Buster Cult ou encore Queen. Allez savoir pourquoi. Enfin, du calme, on y arrive, on est en 1999. Je vous ai vraiment résumé l'histoire dans sa globalité, déjà parce que ça prendrait des heures de tout expliquer, et surtout parce que j'imagine que la majorité d'entre vous êtes déjà familier avec cette histoire. Mais je pense qu'on a déjà des bases assez solides pour parler de l'album du jour. Un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en 1992, Metallica avait croisé durant les Grammy Awards Michael Kamen. Michael Kamen, c'est un gars assez chaud, c'est un compositeur, arrangeur de partitions et chef d'orchestre à New York. Et c'est pas n'importe qui, le Michael. Il a collaboré avec des grands du milieu, notamment Pink Floyd pour l'album The Wall, ou plein d'autres artistes comme Bon Jovi, Guns N' Roses, Queen, Eric Clapton, Aerosmith, Lenny Kravitz, The Cranberries, Def Leppard, Sting, pour ne citer que quelques noms. Du coup, quand Michael a croisé Metallica, il leur a proposé un projet assez ambitieux de reprendre leurs classiques sur scène, accompagné d'un orchestre symphonique, ce à quoi Metallica répond « Non merci ». Jusqu'en 1998, où Metallica va revenir vers Michael Kamen pour leur dire tu te souviens à ton truc avec l'orchestre classique, machin et tout, finalement on veut bien. C'est normal qu'ils aient refusé en 1992, ils venaient de sortir 10 albums de tous les temps, ils allaient pas perdre leur temps à faire du classique. Mais bon, après les échecs de Load, Reload et Garage Inc., on n'est plus à ça près, pourquoi pas essayer de jouer les Beethoven sur scène. Donc en 1998, le projet est lancé, et le groupe composera 19 de leurs morceaux en étroite collaboration avec Michael Kamen et l'Orchestre Symphonique de San Francisco. La tracklist est dantesque, ils ont vraiment pas lésiné sur les classiques en reprenant des morceaux comme Master of Puppets, Nothing Else Matters, For Whom the Bell Tolls, Enter Sandman, Battery, The Call of Cthulhu ou encore One. Il y a même 2 morceaux qui ont été composés exprès pour l'occasion, Human et No Leaf Clover, qui sont franchement d'assez bons morceaux. Pas fait les choses à moitié. Tracklist de dingue, compositeur d'exception, morceaux composés exprès pour l'évitement, un film de 2 heures avec des interviews, des extraits du concert, des clips inédits, le tout dirigé par Wayne Isham. Wayne Isham, c'est un gars plutôt chaud en matière de filmer des gens sur scène. Voilà une petite liste non exhaustive des gens avec qui il a collaboré. Et le tout est évidemment enregistré et ingénieur pour en sortir un album. Bref, le groupe a toutes les clés en main pour sortir 10 albums live de tous les temps, et franchement ça ne loupe pas.
L'album est incroyable, c'est franchement une réussite. Au début, quand on regarde le live, c'est presque choquant. On les voit, les 4 devant la scène, et on a l'impression qu'ils ne feront jamais le poids face aux 86 membres expérimentés de l'orchestre de San Francisco. Sur les premiers morceaux, l'orchestre est prédominant, le groupe se fait petit, et au fur et à mesure que le live avance, Metallica prend petit à petit le lead et impose leur style dans les morceaux. Je vous jure que c'est incroyable à écouter, et encore plus à regarder. Tout au long du live et de l'album, on a l'impression d'assister à une bagarre entre le flegme des musiciens classiques et la tourmente de Metallica. Le tout mélangé crée un cocktail de saveurs unique et ils ont prouvé par A plus B qu'il est possible de mélanger 2 univers complètement différents, le thrash metal et le classique. Cet album ne ressemble honnêtement à rien de ce que j'ai déjà pu écouter dans ma vie. Mais genre vraiment. Déjà on n'a même pas l'impression que c'est un album live, tant les aspérités du public sont absentes et la qualité sonore est pure. Au niveau de l'ingénierie musicale, c'est une prouesse. On sent que c'est composé avec richesse et on sent que c'est joué avec passion. Si vous êtes à la recherche de nouveaux horizons musicaux, c'est l'album à écouter absolument. Le mélange du thrash metal de Metallica et de la signature musicale de musiciens de haut standing comme ceux de l'orchestre de San Francisco est juste somptueux. Et même si vous avez déjà écouté chaque morceau de Metallica 400 fois, vous verrez que grâce à cet album, vous redécouvrirez chaque morceau sous une nouvelle facette. Et j'espère que, comme moi, vous prendrez une claque musicale sur des morceaux que vous avez l'impression de connaître par cœur. C'est une des forces de cet album, c'est que dans le fond, on connaît, c'est Metallica, mais tout a été réorganisé et arrangé d'une main de maître pour nous faire découvrir une symbiose entre 2 univers absolument incroyables. Selon le New Musical Express, l'album a été classé 48e sur les 50 meilleurs albums live de tous les temps. Le Metal Hammer l'a nommé dans la liste des 20 meilleurs albums de métal de 1999. Il a également été nommé album de l'année selon le choix des lecteurs du Metal Age. Cet album, c'est 300 000 unités vendues en une semaine, 2 500 000 en 3 ans et 10 millions à l'heure actuelle. C'est colossal. Il est 5 x 10 de platine et le CD du live a été vendu à 600 000 exemplaires rien qu'aux USA. La vidéo du live a été vue 1 million de fois sur YouTube. Bref, c'est juste exceptionnel. Et remettez ça dans son contexte. Ça reste un album live, même pas un album studio, un album live. Proportionnellement, c'est énorme. À mon sens, il y a 2-3 trucs à savoir avant de s'engager dans l'écoute de cet album. Déjà, c'est pas le genre de disque qu'on écoute en faisant la vaisselle ou dans la voiture. Ça s'adresse à un public qui est quand même assez averti, donc je conseillerais de prendre le temps de l'écouter, de le décortiquer, et pour ça, rien de mieux qu'un casque ou un support audio de qualité comme une platine, un vinyle ou un bon lecteur CD. Vous pouvez également regarder le film, franchement moi je l'ai adoré, et c'est surtout à mon avis un bon moyen de vraiment se plonger à 100% dans l'univers de cet album, surtout quand on sait qu'il dure plus de 2h13. C'est énorme, mais je vous promets que c'est 2h13 de pur plaisir.